Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous sur Mobility TV. Nous allons parler d'hydrogène à présent avec un rendez-vous à ne pas manquer, le forum Hydrogen Business for Climate. Ça se déroule à Montbéliard les 8 et 9 novembre et nous allons évoquer toute cette panoplie que peut proposer évidemment l'hydrogène avec nos invités sur ce plateau. Valérie Bouillon-Delporte, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes première vice-présidente de France Hydrogène et chez Michelin également. Tout à fait. Parfait, on est ravis de vous accueillir. Véronique Wyss est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire du forum dont on va parler ici aujourd'hui, soyez la bienvenue. Lionel Berthuis est avec nous également, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, directeur mobility de Hylico. Voilà, très bien. On arrive toujours à angliciser un tout petit peu tout cela. Et Emmanuel Hainaut est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Texis Group et vous représentez aussi votre filiale H2 Motronics. Absolument. J'ai tout bon jusqu'à présent ? C'est magnifique. Alors commençons d'abord, avant de développer un petit peu plus sur l'hydrogène, qui est plus qu'une alternative aujourd'hui, et de cette transition énergétique aussi que l'on peut faire avec l'hydrogène ou d'autres solutions. Mais d'abord, ce forum. En quoi consiste-t-il et qu'avez-vous voulu réunir lors de ce forum ? Alors, c'est une deuxième édition du forum, puisque une première édition s'était tenue l'an dernier, 420 participants, 16 nationalités. Au niveau informationnel, des rendez-vous B2B. Et cette année, compte tenu du contexte économique, géopolitique, climatique, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment mettre toutes les conditions, réunir toutes les conditions pour passer à l'action. Donc concrètement, on va avoir 5 conférences plénières qui vont traiter des sujets d'actualité, comme la production massive d'hydrogène ou l'importation. Une thématique autour des écosystèmes, une thématique également autour des PIEC, donc les grands projets d'intérêt commun européen, et également une thématique autour de l'industrie. Le grand changement, c'est qu'on va vraiment inviter nos 500 participants à collaborer ensemble pendant le forum, donc avec des labs d'innovation et d'accélération, sur 3 thématiques. La thématique de la mobilité des infrastructures, la thématique du passage à l'échelle industrielle et la thématique de l'adoption des technologies hydrogène. Qui pourra-t-on voir lors de ce forum ? Des décideurs. Qui avez-vous invité ? Alors, des décideurs publics, privés, les acteurs industriels, des énergéticiens, mais aussi des start-upers, des disrupteurs et également des investisseurs. Donc, c'est toute une communauté en fait qu'on réunit pour accélérer. 8 et 9 novembre à Montbéliard. Valérie Bouillon-Delporte, ce forum, ça va dans le bon sens car l'hydrogène, on en parle de plus en plus, c'est devenu incontournable. Alors oui, et je dirais tant mieux. Et pourquoi ? Non, ça fait déjà un petit moment qu'on parle d'hydrogène. L'hydrogène s'est imposé, je dirais, depuis ces dernières années pour 3 raisons principales. La première, l'hydrogène est au centre du Green Deal, porté par la Commission européenne. La deuxième raison a été la crise sanitaire, puisque l'hydrogène a fait partie des principaux plans de relance, notamment en France, puisque l'hydrogène est aidé par les pouvoirs publics à hauteur de 9 milliards d'euros, dont 2 milliards qui viennent dans le cadre de ce plan de relance. Et puis enfin, la crise énergétique, qui remet l'hydrogène non pas comme la solution unique, mais comme une des solutions pour sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. Et je suis ravie de voir qu'à Montbéliard, le sujet sera aussi traité dans les 3 axes que décrivait Véronique. On a le sentiment que l'hydrogène est en train de prendre son essor, en effet, notamment avec les aides gouvernementales. Tout récemment, Elisabeth Borne a parlé d'un peu plus de 2 milliards pour la filière. On va l'évoquer dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on se penche encore un tout petit peu sur le forum et sur la présence aussi de nos invités et de leurs entités. Présentez-vous, en tout cas, présentez votre activité et ce pourquoi vous serez présent sur ce forum. On commence avec vous, Emmanuel Hainaut. Alors moi je suis Emmanuel Hainaut, je suis directeur général de Texis, donc, dont H2 Motronics est la filiale. Et H2 Motronics est porteur du projet H2K, qui est un démonstrateur de motos de compétition à propulsion pile à combustible hydrogène. L'idée est d'avoir une solution complète, transposable à toute la mobilité légère, sur mer, dans les airs et sur terre, bien sûr. Et le choix de faire partie du forum donc à Montbéliard en novembre a été, c'était parfait pour nous en termes de date, vu le timing du projet, parce que c'est là qu'on souhaite justement présenter H2K. Et la qualité du forum l'an passé nous a convaincus
d'y aller, absolument. Pour enfoncer un petit peu plus le clou, H2K, cette moto, quelles sont ses caractéristiques et ses particularités? Est-ce que c'est une moto pour monsieur ou madame tout le monde, ou est-ce que c'est aussi une moto qu'on peut retrouver en compétition? Il y a beaucoup de deux roues de motos qui font rêver, MotoGP, Superbike, enfin les motos de compétition, et puis il y a évidemment le deux roues dont on se sert, soit par passion, soit pour se déplacer. À quoi correspond H2K? Alors H2K, K pour compact, parce que notre métier chez Texis, c'est d'optimiser la compacité de solutions de mesure qu'on fournit pour la course automobile, l'aéronautique et le transport en général. Et l'idée, c'est de fournir une solution pour la mobilité légère inférieure à 100 kW à différents modes, à différents applicatifs. Le but final n'est pas de mettre en place une série à ce jour. Ce n'est pas c'est un démonstrateur de compétition parce que on doit remplir l'aspect le plus contraignant en termes de compacité, de dynamique, de légèreté, etc. Et dans quel type de compétition pourrait-on retrouver H2K alors? Tout est, je dirais, c'est un sujet de réglementation et de bon vouloir des fédérations. Mais je dirais, en fonction du développement nécessaire pour arriver à maturité au niveau de performance pour se comparer au moteur thermique qui a plus de 100 ans de développement, il ne faut pas se le cacher. Ce sera dans quelques années. Effectivement. Il y a de plus en plus d'ailleurs dans le cadre des deux roues et des motos de compétition, aussi des motos électriques. Il y a des compétitions de motos électriques. Ça va très très vite, ça ne fait pas le même bruit. Et peut-être vous inscrivez-vous dans cette même catégorie. On va avoir l'occasion d'en parler aussi dans quelques instants. Lionel Berthuis, de votre côté, votre entité, que fait-elle? Là aussi, c'est l'hydrogène. Oui, tout à fait. Mais pour les poids lourds. Exactement. Donc, Ailico est la première plateforme de mobilité dédiée au transport routier de marchandises, avec une spécificité, c'est que nous proposons une solution de décarbonation avec une empreinte carbone dite négative. Et on est dans l'ambition et dans la réalisation d'une solution complète où on veut amener à la fois l'énergie, c'est-à-dire des stations où on va pouvoir faire le plein d'hydrogène, mais pour la mobilité, le véhicule, donc ce n'est pas des motos, ce sont des camions. Et puis pour continuer à accélérer l'adoption de l'hydrogène, parce que nous sommes convaincus que pour la décarbonation de la mobilité lourde, l'hydrogène est une des bonnes solutions, eh bien on fait une offre intégrée qui va combiner camions et hydrogène et que l'on va proposer ça à l'usage. Très bien. Il était important, Vénorique Wyss, de réunir tous les acteurs, en tout cas les représentants de la filière hydrogène, pour, si besoin était d'ailleurs, démontrer que c'est très très sérieux et que ça va être plus qu'une option. On en parlait tout à l'heure. Il y a un passage, un tournant qui devrait se produire, on l'espère, très 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 prochainement. Donc peut-être anticiper en réunissant tout ce monde-là, c'est important? Alors anticiper, oui, et surtout actionner, passer à l'action, passer à l'échelle, parce que les enjeux sont là et il y a une nécessité quand même que l'Europe se saisisse du sujet. Exactement. Par rapport aussi à une concurrence asiatique qui était vraiment existante. Donc effectivement, réunir tout l'écosystème, des acteurs vraiment différents et complémentaires, pour faire, je reviens sur les labs, pour faire pendant ces labs avancer des grandes questions et arriver avec, par exemple, 5 idées à mettre en place assez rapidement. Quels sont les écueils à éviter? Donc sur ce lab mobilité et infrastructure, et je suis contente d'avoir notamment Valérie qui travaille avec nous en amont et également Ailico qui travaille avec nous, entre autres acteurs de la mobilité, on va en fait se projeter en 2035. Donc partant du principe qu'en 2035, cette mobilité sera mise en place, elle sera économiquement viable, etc. Et on va remonter le fil d'Ariane. Et donc, traiter justement quels ont été les bons chemins qui ont été pris pour cette mobilité durable, quels sont les écueils à éviter, et traiter aussi bien des questions de technologie que des questions de financement, des questions de réglementation. Valérie Bouillon-Delporte, en 2035, comment sera la filière hydrogène? Comment vous l'imaginez? Comment vous la rêvez? Est-ce que ce sera quelque chose qui aura pris une place tellement importante qu'on ne pourra pas l'éviter? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hydrogène, mais est-ce que c'est vraiment palpable pour le grand public, dans l'utilisation notamment? Alors, au niveau de la structure et au niveau de la filière, je ne la rêve pas, je la vois.
Vous avez donc, comme je l'ai indiqué, des financements assez conséquents qui ont été mis en place par l'État. Et l'exemple du salon à Montbéliard est un bon exemple parce que quelque part, il montre que tout seul, aucun projet ne peut aboutir. Et que pour réussir sur ces nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène, on a besoin de tout un écosystème. Et donc, c'est ce qui s'est passé à l'Europe, hein, vous l'avez mentionné au tout début de cette émission. Les PIEC, les projets importants européens communs, sont massivement dotés de milliards d'euros pour aider à structurer une filière, que ce soit dans ses usages mobilité, dans ses usages industrie et dans ses infrastructures. Donc les 2 premières vagues ont été annoncées. Elisabeth Borne a mentionné la dotation des pouvoirs publics, 2 milliards 100, hein, donc c'est quand même des sommes qui sont assez importantes. Avec la création notamment de 9 giga-usines, hein, c'est ça 10 10 au total. Magnifique. Et d'autres vont suivre. Et donc ces gigafactories vont aider à atteindre le plus vite possible la compétitivité des technologies. Donc en 2035, notamment pour le véhicule léger, qui lui ne pourra être qu'électrique, vous aurez des gigafactories qui seront en mesure de produire des composants et des véhicules compétitifs pour à la fois le particulier et le professionnel. Pour que ce soit vraiment compris par tout le monde et utilisé par le plus grand nombre en 2035 ou peut-être avant. Avant, on le souhaite bien évidemment. Nous, vous savez, sur Mobility TV, on parle très souvent de l'hydrogène. On fait beaucoup d'émissions avec beaucoup d'invités de cet écosystème qui est en plein essor et en développement. On y croit vraiment beaucoup. Donc absolument, si ça peut se passer avant, tant mieux. Mais tout de même, ça aurait pu aller un petit peu plus vite. Ne pensez-vous pas ? Comment ça pourrait aller plus vite ? Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Est-ce que c'est une question d'entente d'État à État ? Est-ce qu'il faudrait que l'Europe embarque ce sujet dans sa globalité ? Alors, je vous trouve un peu injuste. Vous avez raison, si vous le pensez, vous avez raison. Ça allait vite parce qu'en fait, regardez le chemin accompli depuis ces 3 dernières années. Quand vous regardez la difficulté, ne serait-ce que sur le véhicule électrique à batterie, la difficulté qu'il y a à déplacer tout un écosystème d'un mode de fonctionnement à un autre, parce que vous avez le véhicule, vous avez ses composants, vous avez la filière, vous avez l'infrastructure, vous avez la production d'électricité. Sur l'hydrogène, les jalons sont bien identifiés, les jalons se franchissent un petit peu plus vite. Et aujourd'hui, finalement, ce qui met tout le monde sous pression, c'est qu'on n'a pas le choix. On parle de changement climatique, certes, mais vous avez également les réglementations qui poussent à l'électrification des véhicules. L'Europe a annoncé donc, le durcissement au niveau des normes de CO2. Vous avez des ambitions avec REPowerEU au niveau de la production d'hydrogène, notamment pour pouvoir se passer du gaz russe. Mais vous avez également des moyens qui sont mis en place. Les PIEC en sont un. La création de la Banque européenne de l'hydrogène dotée de 3 milliards d'euros est un autre exemple qu'il faut aller vite, mais l'industriel n'est pas tout seul. Les pouvoirs publics se sont saisis du sujet, mais ça ne marchera que si tout un écosystème se mobilise, parce qu'il faut tout faire en même temps. Mais quand je disais, Valérie Bouillon-Delporte, que, à mon sens, mais je me trompe sans doute, que ça n'allait pas assez vite, c'est pour l'usager et pour les stations également. Ces fameuses stations pour l'hydrogène, pour les véhicules. Où sont-elles ? La bonne nouvelle, c'est que vous commencez à en avoir. Alors, pas suffisamment pour le particulier. Voilà. C'est certain. Mais la priorité pour l'hydrogène, c'est déjà de commencer par les usages où ça fait le plus sens. Et ça fait le plus sens notamment pour les usages professionnels. Que ce soit les véhicules utilitaires légers, on a la chance d'avoir des constructeurs basés en France comme Stellantis ou Ivia qui fabriquent des VUL. On a la chance d'avoir des fabricants de composants comme Symbio pour les piles, Plastic Omnium ou Faurecia pour les réservoirs. Donc vous avez tout un écosystème qui est structuré. On a également sur les camions la nécessité pour tout ce qui est lourd à décarboner de passer à l'hydrogène, donc le train également, l'avion, donc ces usages-là vont arriver en premier. Et ces usages-là vont permettre d'être dotés d'une infrastructure qui répond parfaitement aux usages des professionnels et qui vont servir ensuite aux particuliers, vont pouvoir grandir plus vite en réduisant un petit peu le risque pour les investisseurs. Très bien, vous m'avez presque convaincu, mais je voudrais quand même avoir peut-être le témoignage de Lionel Berthuis, justement sur l'usage des professionnels, des poids lourds et des camions notamment. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est plus qu'une nécessité dans votre domaine de prédilection ? Alors, est-ce que c'est inéluctable ? Parce que pour des raisons économiques, environnementales, nous n'avons pas le choix.
pour des conditions, pour des raisons environnementales. Il est évident qu'il faut décarboner la mobilité lourde. Le transport pèse 25% des émissions de gaz à effet de serre en Europe et la partie transport routier, plus des 2/3 à l'intérieur de cette partie-là. Donc il est évident que pour le climat, il y a un enjeu très fort. Toutefois, vous connaissez le monde du transport, on a tous besoin d'être livrés, on veut toujours être pressé, on commande sur Internet, on veut être livré, et donc on met sous pression le transporteur qui, lui, de son côté, se dit oui, moi je veux bien décarboner, mais de l'autre côté, on me met une pression très forte sur le délai, sur les coûts, etc. Ouais. Donc, comme vient de le dire Valérie, ça passera par des financements, des aides, des accompagnements. Ça passera par des contraintes réglementaires sur les zones à faible émission, sur l'accès des centres-villes. Et puis finalement, on se rend compte que quand on met en face des chargeurs et des transporteurs, mais finalement, il y a une volonté commune de trouver une solution. Et l'une des caractéristiques du monde du transport et du poids lourd en particulier, c'est d'avoir quelque chose de polyvalent. Et l'hydrogène permet à la fois d'avoir des bonnes autonomies, c'est-à-dire pouvoir un jour livrer sur 20 km à la ronde et puis un jour livrer à 500 km. Et puis une autre caractéristique, c'est d'avoir une bonne charge utile. C'est-à-dire que quand il faut transporter un petit colis, ça peut le faire, mais quand il faut faire du lourd, on peut le faire. Donc l'hydrogène est incontournable dans les solutions du mix énergétique futur. Emmanuel Hénault, est-ce que vous partagez le sentiment, notamment de Lionel Berthuis, sur toutes les étapes qu'il faut franchir? Il faudra, je le paraphrase, donc c'est sur le bon chemin. Mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tout de suite. Est-ce que nous sommes dans les temps? Et est-ce que le signal envoyé par le gouvernement, et notamment ces 2,1 milliards communiqués par Elisabeth Borne, et je choisis le mot « communiqué » justement parce qu'il y a sans doute aussi un effet d'annonce, vous semble suffisamment réaliste, pragmatique pour que finalement il y ait un usage de l'hydrogène pour tous très rapidement? Alors, et aussi dans le cadre de votre moto et de vos projets, bien sûr. Alors, le message envoyé par le gouvernement, évidemment, il est très fort et il est entendu. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la complexité quand même de la technologie. C'est-à-dire, nous, typiquement, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. Ça reste une technologie innovante où il faut orchestrer, mettre en cadence l'interaction entre tous les composants. Et ça nécessite de la recherche, de l'étude, des ressources en moyens humains. Et justement, le message envoyé par le gouvernement permet justement, pour des PME comme nous, typiquement, de pouvoir se lancer dans des paris tels que cette technologie. Oui, Véronique Wyss, c'est forcément très encourageant, même dans le cadre du forum, les annonces du gouvernement, tout ce qui est en train de se développer et dont on parle aujourd'hui, tout ceci fait que cette filière va devenir une filière souveraine. Ne l'est-elle pas déjà? Je ne sais pas si elle l'est déjà, mais en tout cas, il y a des ambitions fortes de l'État français de faire en sorte que l'hydrogène et que les sociétés basées en France soient réellement motrices en matière de passage à l'échelle et de développement de l'hydrogène. Et sur le salon, sur le forum en tout cas, plus exactement, c'est de cela dont vous allez parler notamment? Alors, on va parler effectivement de stratégie des différents pays, donc notamment sur la question de l'importation ou de la production massive de l'hydrogène, où là, on parlera évidemment de la France, mais on parlera également de nos voisins européens, et on ira jusqu'à l'Afrique, donc par exemple la Namibie, le Maroc, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, pour voir comment est-ce que ces pays se positionnent en matière de production d'hydrogène. Très intéressant. Comment et où se situe la France par rapport aux autres pays ou aux autres continents en relation avec l'hydrogène? Est-ce que vous savez ça ou est-ce qu'il faudra attendre le forum les 8 et 9 novembre à Montbéliard pour le savoir? Je pense qu'on a déjà un tissu académique d'excellence en France, qu'on a également des entreprises qui ont pris le tournant de l'hydrogène depuis un certain nombre d'années. Après, c'est sûr que nos voisins asiatiques, enfin nos voisins éloignés asiatiques, ont également des développements hydrogènes qui sont quand même très actifs, notamment la Corée, où d'ailleurs le pôle véhicule du futur a fait une mission il y a de ça 1 mois et demi. Très intéressant. Peut-être faut-il s'en inspirer. Vous situez l'hydrogène en France, Valérie Bouillon-Delporte, France Hydrogène.
Il y a l'association des deux mots, des deux termes. C'est subtil. Hein. Mais bravo, et félicitations pour ça, parce qu'il y a plusieurs entrées possibles et vous avez raison de l'avoir fait, je vous félicite pour cela. Vous situez l'hydrogène en France ou France Hydrogène sur la planète. À quel niveau dans le process, dans le temps pour mettre en place les choses? Il ne faut pas raisonner forcément qu'au niveau de la planète. Ce qui est important, c'est de regarder par grandes régions. Donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, et puis ensuite Asie. Au niveau de l'Europe, la France tient sa place. La somme de 9 milliards n'est pas innocente. Hein. Les Allemands ont mis 9 milliards sur la table, 7 milliards pour leur marché intérieur, 2 milliards pour soutenir les exportations. La France est dotée d'ambition également, puisque l'objectif est d'être en mesure de produire 6,5 gigawatts, donc à peu près 700 millions de tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030. Mais chaque pays a ses stratégies. On a une particularité sur le marché français qui est de disposer de certains atouts pour les énergies renouvelables, mais également pour la production d'électricité décarbonée avec notre parc nucléaire. Donc chaque pays va avoir une stratégie pour l'hydrogène qui va tenir compte de ses propres atouts. On voit de nouveaux pays au niveau européen, comme l'Espagne, comme le Portugal, qui, eux, vont utiliser le levier des énergies renouvelables, hein, puisqu'ils ont quand même un ensoleillement assez massif. Et puis ensuite, chaque pays de l'Europe va avoir sa stratégie en matière d'importation ou pas de l'hydrogène fabriqué dans des pays fortement producteurs d'hydrogène, car fortement ensoleillés ou avec beaucoup de vent. Je pense notamment à tout le Moyen-Orient, le Maroc, les Émirats arabes unis, qui, eux, peuvent produire massivement de l'électricité renouvelable. On appelle au niveau bruxellois, on appelle l'hydrogène le nouveau pétrole. Voilà. Et on pense que bientôt la référence ne sera plus le baril, le dollar par baril, mais l'euro par kilo d'hydrogène vendu. Très intéressant. Pour conclure, et j'ouvre volontairement le spectre d'un point de vue mondial et peut-être sur des disciplines ou des secteurs totalement différents, mais avec les temps que nous traversons et notamment le conflit en Ukraine, est-ce que l'hydrogène peut être une solution, une issue économique en matière d'énergie, bien sûr? Vous avez utilisé la bonne formulation. L'hydrogène est une des solutions. L'hydrogène n'est pas la seule solution, mais sans l'hydrogène, nous n'arriverons pas à faire de l'Europe une région net zéro émission, hein, et c'est la volonté de la présidente Ursula von der Leyen. Et sans l'hydrogène, nous n'arriverons pas à atteindre cette indépendance énergétique dont nous avons besoin. Très bien. Merci à tous les quatre. C'est passionnant. On pourrait faire 1 heure d'émission encore. Hein. On fera d'autres rendez-vous, d'autres tables rondes. Ça passe très très vite, effectivement. Merci infiniment. Mais je renvoie toutes celles et ceux qui nous regardent assidûment sur Mobility TV à ce forum Hydrogen Business for Climate, 8 et 9 novembre à Montbéliard. Je le dis à la française. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci.